Bienvenue au Club de l'économie. C'est un couac de plus. Une semaine après la promesse élyséenne de ne pas augmenter les impôts, François Hollande a été démenti par son propre secrétaire d'État au budget. On reviendra bien sûr sur cette actualité, mais on parlera aussi de la croissance française qui, se maintient à peu près, et l'Europe qui marche avec le succès, évidemment, de Rosetta. Alors pour évoquer tous ces sujets, l'équipe de choc du Club de l'économie avec Mathilde Lemoine pour HSBC, Denis Ferrand pour CEO Rexecode, Olivier Babot pour l'Université de Bordeaux et enfin mon compère David Barrault pour les Échos pour vous interroger avec moi. Alors on va évidemment démarrer sur cette nouvelle polémique. François Hollande qui promet sur TF1 devant les Français une pause fiscale démentie une semaine plus tard, en demi-démenti par son ministre du Budget, le verbatim de Benjamin Cruard. À partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. L'engagement du président était solennel, mais était-il aussi un peu présomptueux? Le secrétaire d'État au budget se montre beaucoup moins catégorique que François Hollande sur les questions fiscales. On ne peut pas graver dans le marbre une situation qui dépend d'un contexte international, que nous ne maîtrisons pas. Le président de la République, il a donné un cap. Et un cap dont vous dites que ça dépend de la situation de l'année prochaine. Pour atteindre un cap, vous savez, parfois il faut tirer quelques bords. François Hollande n'a-t-il donc pas tenu compte des vents contraires, comme la faible croissance mondiale ou les conflits internationaux? Le gouvernement chasse le doute. La porte est fermée. Le porte-parole du gouvernement est chargé du recadrage. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. 2015, ça a été dit par le président de la République, ça s'appliquera. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Voilà. Les taxes, quoi, et le reste? En résumé, les augmentations sont possibles dans le budget 2015, qui doit encore être rectifié dans les semaines à venir. Mais aucune ne sera prononcée durant l'année 2015. La nuance est ténue. Elles aident surtout une nouvelle fois la confusion sur la politique fiscale du gouvernement. Alors, il y a le fond et la forme. On va démarrer d'abord par la forme. Depuis le début du quinquennat, c'est une histoire assez compliquée finalement entre le gouvernement François Hollande et les impôts. Les promesses de pause fiscale, elles sont pratiquement aussi anciennes que le quinquennat. La première, c'était Jérôme Cahuzac en septembre 2012, et je vous lis ce qu'il disait. Après 2013, il n'y aura pas d'effort fiscal supplémentaire. Depuis, ça a été répété à plusieurs reprises, y compris par François Hollande. 4 fois, JT de France 2 en mars 2013, 5 mois plus tard dans Le Monde, le journal Le Monde, en septembre dernier la conférence de presse, et puis là, la semaine dernière, donc, avec les Français, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit. Alors, première question, pourquoi faire des promesses dont on sait, d'une certaine façon, qu'elles peuvent vous revenir forcément en boomerang? Évidemment, on pense à celle sur l'inversion de la courbe du chômage. Mathilde Lemoine. C'est pour éviter que les ménages et les entreprises soient trop attentistes. Mais c'est croire qu'une simple déclaration qui n'est pas crédible parce qu'elle est sans cesse remise en cause par la progression des dépenses publiques puisse être crue par ces ménages et ces entreprises. Et donc c'est un espèce de jeu qui n'a pas de fin, parce que le gouvernement fait des promesses en sachant que si la croissance est inférieure que qu'il a imaginé, de fait, les impôts vont continuer à augmenter. On va pas les tenir. Et les ménages et les entreprises se disent que, effectivement, eux, ils voient la réalité de la conjoncture, le chômage, la baisse de la demande étrangère. Sondage LCI, donc, 76% des Français n'y croient pas à cette promesse. Exactement. Et donc, ils ont maintenant, on leur fait plus, hein, c'est fini. Et donc, ils sont très attentistes. Soit ils épargnent, soit dans tout état de cause, ils ne dépensent pas l'argent qu'ils pourraient dépenser s'ils avaient une certitude. Mais le fond du problème, il est toujours le même. C'est-à-dire que le gouvernement ne souhaite pas prendre des mesures qui permettraient de ralentir la progression des dépenses publiques, qui est toujours supérieure à la croissance, et attend qu'une croissance fantasmatique venue d'ailleurs vienne résoudre les problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Eckert a dit la vérité et qu'à court terme, les impôts vont continuer d'augmenter. C'est à ça qu'il faut s'attendre. C'est du bon sens. Malheureusement, il est très clair que la variable d'ajustement aujourd'hui, même si souvent les hausses d'impôts ou de taxes sont parés des oripeaux, de l'efficacité, de la justice, de la solidarité. En réalité, on voit bien que c'est juste une forme de lâcheté, puisque c'est la façon la plus simple aujourd'hui de régler un tout petit peu le problème du déséquilibre budgétaire. On va y revenir sur le fond, mais pour rester un instant sur la forme, est-ce que quand même ça ne pose pas un problème de crédibilité de la parole du gouvernement, quoi. Enfin de la parole du chef d'État? Est-ce que c'est pas un problème de fond, Denis Ferrand? C'est vrai qu'on est dans le domaine de la cacophonie.
Et on est aussi dans un domaine où on ne voit pas pourquoi viendraient des hausses d'impôts. Quand on écoute ce que dit M. Eckert, c'est le contexte mondial qui pourrait nous amener à faire des hausses d'impôts. Ça ne sera pas de notre faute. Ce ne sera pas de notre faute, d'une certaine manière. On est dans de la hausse d'impôts qui est subie. Or, à quoi servent les impôts si ce n'est à financer ce que rappelait Mathilde, financer des dépenses publiques. Et donc à ne pas aussi jouer sur la dépense publique, à ne pas pouvoir la maîtriser. Et on en a eu encore quelques exemples aujourd'hui avec les évolutions de la dépense publique telles que mesurées dans les chiffres de la croissance. On voit bien que cette absence de maîtrise de la dépense publique nous pousse en permanence. Alors, la croissance, on va en parler tout à l'heure. Les dérapages budgétaires, on en parle en rangement tout de suite, et on va voir que justement, il y a des mesures fiscales qui déjà ont été adoptées pour essayer de pallier à ces dérapages. Denis Cadot. François Hollande l'a annoncé jeudi dernier, il n'y aura pas de nouveaux impôts en 2015. Mais les mesures fiscales contenues dans le collectif budgétaire de fin d'année étaient déjà dans les tiroirs de Bercy depuis quelques semaines. Et d'abord, ce qu'on a appelé la taxe sur les résidences secondaires. Elle est censée inciter les propriétaires à les vendre ou à les louer à l'année à ceux qui cherchent un logement. Mais le plus souvent, elle se traduira par un gonflement de 20% de la taxe d'habitation à régler sur la résidence en question. Bien attendu, 150 millions d'euros qui iront dans la poche des communes volontaires pour cette surtaxation. Dans le même ordre d'idées, et toujours pour lutter contre la pénurie de logements, la taxe foncière sur les terrains constructibles sera majorée, ce qui devrait rapporter 100 millions d'euros. Après les particuliers, les banques et, dans une moindre mesure, les assurances vont aussi être mises à contribution. Diverses dispositions très techniques dont l'État attend 450 millions d'euros. Enfin, un grand classique, Bercy affiche sa volonté de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. Secteur visé, la construction, les véhicules d'occasion et la vente en ligne pour récupérer 150 millions d'euros supplémentaires. Mais au total, tout cela rapportera moins d'1 milliard d'euros, une goutte d'eau par rapport au déficit 2014 de 88 milliards. Alors donc toute une série là déjà de nouvelles taxes, les résidences secondaires, la taxe foncière, les taxes sur les banques, assurances, etc. Je ne parle pas de la fraude fiscale, donc on voit bien que le ressort de l'impôt, si je puis dire, il est manipulé à grande échelle. Où ils vont trouver des nouveaux impôts à augmenter. Enfin, il va falloir inventer des nouveaux impôts l'année prochaine. Je ne sais pas où ils vont. L'imagination de Bercy en la matière est assez fertile. Voilà, puis on peut reprendre les exemples du Moyen-Âge. On peut ressortir la taxe sur les fenêtres. Enfin, je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Le sel est encore taxé. La gabelle et la dîme. Mais ça vous inspire quoi, ça, de différent? C'est effectivement, on est sur une fuite en avant. On essaye de trouver tout le temps de nouvelles bases auxquelles on n'avait pas encore pensé. On est vraiment dans le registre du concours Lépine, où on va essayer de trouver toujours des nouveaux subsides, mais sans s'attaquer vraiment au fondamental. Pourquoi doit-on justement toujours remplir ce tonneau des Danaïdes Alors dans les cours d'économie, on nous dit toujours trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on a atteint un point où finalement on est dans des rendements décroissants, c'est-à-dire que ça brise l'activité économique et ça a un impact sur le dynamisme? Je crois qu'on est très clairement à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on avait constaté l'année dernière que le déficit réel avait été supérieur au déficit prévu pour des raisons de problèmes de rentrée fiscale, justement, notamment de TVA, de retour de l'impôt sur les sociétés. C'est probablement en partie dû à cette fuite, car il ne faut pas oublier que tout prélèvement tous les économistes le savent, introduit une sorte de coin fiscal, c'est-à-dire qu'on va désorganiser l'attribution des ressources, on va faire fuir des gens du marché, on va peut-être faciliter par exemple des pratiques de troc, on va empêcher des échanges qui n'ont pas eu lieu, et plus on multiplie ces prélèvements, plus on désorganise le marché. Alors pour revenir d'ailleurs là-dessus, on va s'appuyer sur les calculs faits pas par moi, mais par Valérie Rabault, qui est donc l'élu UPS en charge du budget, qui est rapporteuse du budget. Elle a fait le calcul, c'est assez frappant. Entre la balance des impôts nouveaux et des anciens impôts, des baisses d'impôts qui vont être appliquées sur les ménages, regardez les chiffres, pour 2013 et 2014, on arrive à un montant d'une ponction de 24 milliards d'euros. Ça, c'est pour 2013 et 2014. Et puis on a le même chiffre, le même calcul, pour 2015-2016. Donc là, on va parler des années futures, et on arrive non pas à 24, mais à 38 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en 4 ans, ça fait 63 milliards d'euros de plus pour les ménages. Est-ce que c'est tenable? Allez, Mathilde. Alors, dans l'absolu, il n'y a pas de réponse. Ouais. Parce que ce qu'on observe, c'est que, premièrement, ça n'est que pour financer une croissance des dépenses publiques qui n'est pas maîtrisée. Quand on voit ce qui s'est passé en 2014, c'est que malgré la baisse des intérêts d'emprunt de l'État,
les dépenses publiques sont supérieures aux attentes et ça n'est pas à cause de la croissance que le déficit est supérieur, c'est parce que en fait, la tendance de dépenses publiques est supérieure. Donc, on peut considérer que c'est un choix des Français. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Français n'ont absolument pas été contre la croissance des dépenses publiques, puisqu'il n'y a pas eu de choix d'hommes politiques qui proposent Il commence à être contre la hausse des impôts. Le ras-le-bol fiscal est devenu une réalité. Je trouvais ça intéressant. François Baroin, vous savez, qui vise la présidence de l'AMF, disait qu'il fallait faire très attention, il ne fallait pas que la dotation aux collectivités locales baisse, il voulait donner des exemples sur la ville d'Evry, qui était la ville de Manuel Valls, etc. Donc ce qu'on voit bien, c'est que quand même, malgré tout, la proposition politique française est plutôt pour une croissance des dépenses publiques. Donc quand vous dites jusqu'où on peut aller, ça dépend des Français en fait. On voit aujourd'hui en ce moment en France des centres d'impôts qui sont bousculés. Oui, mais regardez le débat public. Le débat public, il continue à dire que sans dépenses publiques, il n'y a pas de croissance, que c'est l'austérité qui fait que la crise européenne est à ce niveau-là. Et c'est vrai que le débat sur la qualité des dépenses publiques, sur quels sont les types d'interventions publiques, sur est-ce que l'État doit soutenir les entreprises ou pas, là-dessus, finalement, on continue de vouloir plus d'État. Donc il y a une ambivalence totale entre ce discours sur les impôts et la demande de dépenses publiques. Olivier Babot. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des nouvelles taxes ou des impôts sont justifiés rationnellement. Par exemple, l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est justifiée pour des raisons d'arrangement. Voilà. Chercher de l'argent, mais pour une bonne raison. En réalité, on sait très bien qu'il s'agit de racler les fonds de tiroir. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à attaquer la dépense publique. La dépense publique, depuis 40 ans, elle a augmenté en fait environ d'un point de PIB par an en moyenne. Mais si on regarde, cette augmentation, elle n'est pas linéaire. Elle, en fait, il y a une sorte de pic au moment des différentes crises, par exemple en 2009. Parachute social, c'est le parachute. Voilà, avec un effet cliquet en l'occurrence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on monte les dépenses, on ne redescend jamais, car l'État a un problème structurel, et ça, c'est toute l'école des choix publics, c'est Buchanan, Tulloch, tous ces gens-là, qui ont expliqué assez bien, et ça se vérifie pas mal malheureusement dans la pratique, que l'État arrive très bien à se donner des nouvelles missions, à agrandir son action, mais il ne sait pas faire, contrairement à une entreprise on n'a jamais eu qui est contrainte de le faire. On n'a jamais eu en France un vrai gouvernement très libéral comme aux États-Unis avec Reagan. On ne sait pas orchestrer le repli de l'action publique après la crise. On a une action importante sur la crise redistributive notamment. On ne sait pas orchestrer le repli après. Alors c'est la bonne nouvelle de la fin de la semaine. La croissance au troisième trimestre a été un petit peu plus robuste que prévu. C'est l'INSEE qui le dit et c'est Isabelle Goudin qui vous l'explique. C'est la plus forte hausse de la croissance depuis le printemps 2013 et c'est surtout mieux qu'attendu. La majorité des économistes étaient en effet plus pessimistes, prévoyant entre 0 et 0,2%. Mais pas de quoi pour autant crier victoire. Ce rebond de 0,3% de la croissance s'explique en effet par des facteurs non récurrents. D'abord, la hausse des stocks des entreprises qui ont commencé à reconstituer leurs réserves. Ensuite, la consommation des ménages qui se tient. Et surtout la consommation des administrations publiques qui, elles, progressent fortement. L'État n'est donc pas étranger à ce bon chiffre. Au total, la prévision de croissance pour l'année s'établit à 0,4%, conforme aux prévisions. Et attention, il y a toujours des signaux dans le rouge. L'investissement des entreprises reste en baisse, tandis que les destructions d'emplois sont élevées. La confiance n'est donc pas encore totalement revenue. Alors donc, un petit 0,3% de croissance, c'est mieux que le 0,2 attendu. Bon, enfin, en même temps, ça n'est pas la panacée. C'est la plus forte hausse, on l'a dit dans le reportage, depuis le printemps 2013. Est-ce que ça suffit pour qu'on se mette à espérer un rebond, Monsieur Denis Ferrand? Alors effectivement, sur la croissance, on peut la regarder de deux manières. On peut regarder la croissance du PIB d'une manière générale, c'est vraiment la quantification de la croissance. Puis ensuite, il y a la qualification de la croissance. Et quand il s'agit de la qualifier, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que le compte n'y est pas forcément. Qu'est-ce qui fait la croissance au cours du dernier trimestre? C'est principalement de la croissance de la dépense de consommation publique. C'est un élément... Plus 0,8%. Plus 0,8%. C'est un élément qui est... simplement de très court terme, qui est de la variation de stock, de la contribution de stock à la croissance. Et puis, plus fondamentalement, ce qui fait défaut, c'est toujours et encore une demande extérieure qui n'est pas au rendez-vous, plus d'importation qu'il n'y a d'exportation, et surtout, c'était évoqué dans le reportage, l'investissement qui, lui, est très dégradé, avec un investissement à la fois des ménages, des entreprises et des administrations publiques. Est-ce qu'on peut considérer que l'investissement, d'une certaine façon, c'est le... Comment dire
l'indicateur de confiance sur le futur. C'est lui qui marque, qui qualifie véritablement la croissance. Ce qui fait que l'on passera dans une véritable phase de reprise, qui n'est pas le 0,3 que l'on connaît actuellement, mais la phase de reprise, c'est le moment où l'investissement est reparti. Pour l'instant, on n'y est pas. Et quand on regarde les anticipations que formulent notamment les chefs d'entreprise industriels, on est encore sur des anticipations de recul de l'investissement pour l'année prochaine. Ça veut dire qu'on est rentré durablement dans quoi? Dans une phase de croissance molle. On n'est plus dans la crise, on a arrêté de chuter. Mais on n'est pas prêt de rebondir, c'est ça que ça veut dire, hein? Oui, on est vraiment dans une... On ne sait pas, on est entré. On est dans une phase de croissance molle. Le problème, c'est qu'au début de l'année 2014, tout le monde croyait ou espérait que la croissance mondiale allait rebondir et que cette croissance venue d'ailleurs allait nous sauver. Au fur et à mesure de l'année 2014, on a vu les chefs d'entreprise réviser à la baisse leurs anticipations de croissance, et notamment parce que les pays émergents nous tirent un peu moins que prévu, et en particulier l'Allemagne, et par effet ricochet, la France. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation bien connue, c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder les choses en perspective, c'est que la croissance est tirée par les dépenses publiques, Denis Ferrand l'a rappelé, ça équivaut en proportion, le 0,3 vient à 71% des dépenses publiques, on va dire. Donc ça veut dire que si on fait de la rigueur, si on coupait dans les dépenses, finalement, on taperait dans la croissance. Exactement. Et donc, on a une croissance, des sources de croissance bien connues, et ce sont les dépenses publiques, et ça va continuer parce que justement, les Européens sont assez tolérants avec à nouveau un relâchement des contraintes budgétaires. On a remarqué, budgétaires. pas de sanctions de Bruxelles sur ce projet parallèlement, des difficultés à exporter malgré la dépréciation de l'euro, parce que la demande mondiale est trop faible. Donc, on est dans cette quadrature du cercle qu'on n'arrive pas à résoudre, parce que les politiques économiques ne cherchent pas à soutenir l'investissement, la formation, les compétences, enfin je dirais la vraie croissance interne de la zone euro, le meilleur fonctionnement de la zone euro, mais continuent d'être assez attentifs. On met des bouées pour pas qu'on s'enfonce. Voilà, en se disant que si la croissance, les exportations repartent et la croissance venue d'ailleurs revient, ouf, on va avoir moins de réformes à faire et ça va nous aider à passer le cap. Olivier Babot. Oui, se réjouir de ce 0,3% alors qu'on dit depuis longtemps que la France est shootée à la dépense publique, c'est comme se réjouir du fait qu'on soit effectivement shooté une fois de plus, parce qu'effectivement la dépense publique a pour une grande part. Ce qui est très préoccupant derrière cet indicateur qui a l'air positif, c'est qu'effectivement qu'il cache toujours une grande faiblesse de l'investissement, qui est lui-même basé sur une grande faiblesse des marges de l'entreprise qui sont toujours aussi basses, autour d'environ 30%. Ils remontent un peu, les marges. Oui, mais c'est quand même assez lent. C'est-à-dire que l'effet CICE, le fait qu'on ait commencé à baisser les charges sur les entreprises, ça doit rentrer en... En fait, l'effet CICE a probablement été traduit. On est dans un cercle vicieux où les entreprises, parce qu'elles ont un déficit de compétitivité, vont baisser les prix, donc ça comprime leurs marges, et donc en fait, ça ne leur permet pas d'investir. Ce qui est plus préoccupant aussi, c'est que les paiements extérieurs ne repartent pas, le déficit extérieur est toujours aussi fort, alors qu'on a quand même un prix de l'énergie qui n'a jamais été aussi bas depuis 4 ans, le prix du baril, et un euro qui n'est jamais aussi faible depuis 4 ans aussi. C'est la question que je voulais vous poser. Cette croissance, ce miracle venu d'ailleurs, qu'on attend toujours, est-ce que finalement, ça n'est pas aujourd'hui le marché des changes qui est en train de nous l'apporter avec... l'euro 1,24, hein, je rappelle quand même, au mois de mai, on était à 1,40 encore. Hein, et le pétrole qui est passé de 100, et le pétrole qui est passé de $100 à 80 même $. 110, 110 à 80, 30 $ en quelques mois de baisse. Est-ce que c'est pas ça le super booster qui va nous permettre, nous et nos amis européens, de sortir un peu de ce marasme? En tout cas, c'est un élément qui va y contribuer. L'euro, le pétrole sont des éléments dont on peut attendre à un horizon d'1 an, si on en croit les modèles qui avaient été calibrés sur des données antérieures à la crise. Donc il faut faire très attention, mais si on en croit les modèles, on peut espérer quelque part entre 0,6 et 0,7 points de PIB si on prend l'effet cumulé pétrole-euro, avec une relation très mécanique. Mais il faut aussi ajouter à cela le fait que les taux d'intérêt sont extrêmement bas et que le crédit semble commencer à se dégeler un petit peu. Et puis il y a aussi... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques recommencent à prêter en tout cas, aux on entreprises? est plus sur du retrait financier comme on a pu l'avoir pendant très longtemps. On est moins sur de la réduction. Et pourtant, toutes les facilités données par la BCE n'ont pas été utilisées par les banques, Mathilde. Ça n'a pas été... les fameux 80 milliards qu'on devait utiliser, enfin qui n'ont pas été utilisés autant qu'on aurait pu. Disons que ça a été utilisé en partie, mais effectivement pas à la hauteur de ce qu'espérait la Banque Centrale Européenne. Mais je ne crois pas que ce soit ça l'important. Ce qui me semble très important, c'est que grâce à la supervision européenne, maintenant, il y a une méthodologie commune à l'ensemble des banques de la zone euro d'évaluation des pertes. Et donc, ça a réduit l'incertitude de constitution de fonds propres. Donc, ça veut dire que les banques, maintenant, savent mieux
comment évaluer les pertes et probablement ça va libérer un peu de potentiel de crédit. En tout cas, c'est ce qu'attend la Banque Centrale Européenne et il me semble que c'est plus important que la fourniture de liquidités. Mais le vrai problème, c'est la croissance mondiale qui est plus faible que ce qu'on aurait pu imaginer. Et les chiffres, par exemple, chinois qui sont parus cette semaine montrent que le ralentissement se poursuit en Chine. Ça n'a jamais été aussi faible. Et que ça, c'est une mauvaise surprise parce que les autorités chinoises avaient pris des mesures pour l'éviter et que la croissance, elle est plutôt entre 7 et 7,5%. Et ça veut dire que le commerce mondial ne redémarre pas. Et, donc l'effet de l'euro va être moins important que les chiffres théoriques Quand vous regardez la soulignés par Denis. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est quoi le potentiel de croissance d'un pays comme la France si on dit qu'on arrive à sortir de la crise, qu'on a des petits boosters? On est sur un pays qui peut espérer retrouver un rythme naturel de croissance de quel ordre? On est 1% ou à 2%? Non, la référence à 2%, on peut peut-être l'oublier. Une référence qui s'établirait quelque part entre 1 et 1,5 et plus proche de 1 m'apparaît un peu. Alors là, on n'éradique pas le chômage. Oui, ce qui est important de dire, c'est pourquoi on attend, et pourquoi le gouvernement attend, comme on attend Godot, la croissance, c'est parce qu'on attend avec la fin du chômage. Mais il est totalement illusoire de penser qu'on va pouvoir substantiellement baisser notre chômage de masse grâce au retour de la croissance, car la croissance importée en emploi de notre croissance, en France, encore plus qu'ailleurs, est très faible, avec 37 000 emplois détruits déjà cette année. Oui, et avec simplement un point complémentaire sur la croissance, on a eu un chiffre positif sur la croissance, mais on a eu également des pertes d'emplois qui ont été 34 000 emplois salariés en moins. Et l'Allemagne qui a évité de justesse la récession, plus 0,1, c'était en négatif le trimestre précédent, bonne nouvelle. C'est pas fameux d'ailleurs par rapport à nous. Hein, L'Allemagne pâtit plus directement des conséquences de l'environnement géopolitique et notamment elle est plus exposée à la Russie, aux conséquences des difficultés russes, enfin de la crise russe, que ne l'est l'économie française. Donc on a quand même une détermination assez forte sur ces flux d'exportation, mais également sur un climat des affaires qui s'est dégradé un peu plus rapidement. Mais en revanche, le potentiel de rebond, il est plus affirmé en Allemagne, ne serait-ce que parce qu'on a un potentiel de croissance de demande interne qui n'est pas forcément au rendez-vous en Allemagne. En Allemagne, on a un acquis de croissance de l'ordre de 1,2% actuellement, ce qui n'est quand même pas le nôtre. Mais l'Allemagne a deux handicaps au moins qui lui sont propres en ce moment. C'est le handicap démographique, contrairement à la France, et évidemment le handicap énergétique, puisque la transition énergétique se fait dans la douleur, avec une décision de sortie du nucléaire qui a été très rapide et qui pèse beaucoup aujourd'hui sur l'économie allemande. Alors, puisqu'on parle de l'Allemagne, je vais aller faire un petit tour du côté de l'Europe qui marche pour une fois, qui marche très bien. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans parler de Rosetta, qui est quand même le succès qu'on peut mettre à l'actif de l'Europe ces derniers jours, avec cet accométissage sur Tchouri. Alors, je ne vais pas vous demander sur le plan scientifique ce que ça vous inspire, mais est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, quand l'Europe prend en main des débats, prend en main des sujets, elle peut faire quelque chose, et je pense notamment au plan de M. Juncker. Est-ce que ça peut nous aider que l'Europe se saisisse d'un montant d'investissement? On parle de 300 milliards d'euros. Ça peut être utile, Mathilde Lemoine. Oui, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la seule autorité qui agit, c'est la Banque Centrale Européenne. Et le problème, c'est qu'à côté de ces actions monétaires, il n'y a pas d'action budgétaire. Or, l'investissement en zone euro est 250 milliards inférieur à celui d'avant-crise. Donc, le plan de 300 milliards, ce chiffre s'inscrit. C'est pas par hasard, c'est pas sorti comme ça. Donc l'idée, c'est de compenser les effets négatifs de la crise au niveau de l'Europe par un plan d'investissement. Mais on le trouve où ces 300 milliards? Moi, on n'arrête pas de nous dire on n'a plus d'argent. Qui va payer? Alors justement, donc ça n'est efficace que si c'est pas du recyclage, avec des procédures extrêmement compliquées, comme ce qu'on voit pour les fonds structurels, qui, je rappelle, ne sont pas tous dépensés. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ce ne soit pas pour financer des trous, comme diraient les keynésiens, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste pour dire on dépense et est-ce que justement on ne peut pas aller sur les nouvelles technologies, sur le capital humain, sur la formation, c'est-à-dire qu'il faut sur la des projets. Il faut des projets. Non seulement des projets, mais surtout une prise en compte des évolutions de l'économie et pas de la vieille économie comme au 19e siècle. On va financer des autoroutes. Exact. Enfin, pas seulement, en tout cas. Seulement. Parce qu'on dit qu'en Allemagne, il y a des trous. En France, sur les autoroutes, beaucoup. Voilà. Oui. Donc, je crois que c'est du point de vue théorique et par rapport à la situation de manque d'investissement de la zone euro, c'est positif. Mais encore une fois, ça va être la question de la façon de faire qui va être déterminante pour l'efficacité au niveau de la zone euro. Olivier Babot, notre sauvetage va nous venir de l'Europe?
Pour faire le lien avec l'innovation, l'Europe, en tout cas aujourd'hui, collectivement, se rend compte qu'elle n'a pas encore bien pris le virage de l'économie numérique, qu'elle n'a pas été capable de créer les géants qui ont été créés pour la plupart quasiment aux États-Unis. Et pourtant, on a des capacités d'invention. Vous pensez à Carmat, on pense notamment des grandes réussites médicales sur la prévision. Rosetta, évidemment. Rosetta. Le coût des Comove, de ce que va nous coûter les Comove. Le laboratoire de Nice qui permet de faire un diagnostic très très précoce du cancer. Bon, notre problème, c'est de transformer en France et en Europe, transformer l'invention en innovation. C'est-à-dire que, on peut se dire que Arcos avait inventé la tablette. L'espace est un bon exemple, parce que regardez Rosetta, mais regardez aussi Ariane. Et là, on voit que les Français et les Allemands sont en train de s'entendre pour préparer la prochaine génération d'Ariane, Ariane 6. Et c'est très important. C'est long, hein. La décision est longue à prendre. Il n'y a pas le choix, parce que de l'autre côté, aux États-Unis, ils sont effectivement en train de révolutionner la conquête de l'espace avec des technologies numériques. Donc on voit bien que si les Européens ne s'entendent pas, si les Français et les Allemands ne s'entendent pas, on sera balayé et l'espace sera entre les mains des Américains. Effectivement, là, vous évoquez un point qui est très important. Dans les critères de réussite, a priori, d'un investissement qui est envisagé à l'échelle européenne, il y a la dimension de coordination. Rosetta est un exemple de coordination, de coopération qui s'est installée. Comme Airbus, par exemple, dans l'industrie. Comme Airbus ou comme Ariane. En revanche, on peut penser aussi à des échecs de coordination. Galiléo en est un, par exemple. On a quand même aussi, on a tiré des leçons de ces réussites. C'est pas définitif. C'est pas définitif, mais en tout cas, on ne peut pas dire que l'on soit dans le... Le GPS américain est en avance, c'est sûr. Ouais. Très bien, écoutez, je crois qu'on va en terminer là pour cette émission, puisque on a essayé de balayer ces sujets à la fois sur une note positive, ces sujets un peu négatifs avec les interrogations sur les impôts et la croissance, et puis un peu plus positifs grâce à l'Europe. Merci à vous et à la semaine prochaine.